Donc je suis juriste, j'ai fait ma formation à la faculté de droit de Nancy pendant 5 ans, et actuellement j'exerce le métier de juriste depuis quelques années déjà, en tant que salarié. Alors concernant l'histoire, c'est une passion qui date depuis déjà un certain temps. Depuis tout petit, j'ai été baigné par cette matière. Alors avec d'un côté mon grand-père maternel, donc, qui lui a fait la fin de campagne d'Alsace en 1944-1945, il a combattu les Allemands. Et ensuite, il est parti en Indochine, où il a fait des combats pendant quelques mois. Il est revenu en France assez malade, puis s'est rétabli. Et c'est vraiment lui qui m'a un petit peu raconté les combats qu'il avait vécus à l'époque. Et également, il m'a donné les bases de l'histoire de France. Donc je lui suis éternellement reconnaissant à ce niveau-là. Et d'un autre côté, il y a mon grand-père paternel, qui lui m'a un petit peu initié indirectement à l'histoire. J'avais 10 ans et lui m'a offert un jeu vidéo que beaucoup de monde connaît, enfin les gens de ma génération, qui s'appelle Age of Empires 2, qui est un jeu de stratégie qui se passe au Moyen-Âge, où on dirige une civilisation pour la mener à la victoire. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, en tant qu'enfant, c'était la campagne militaire de Jeanne d'Arc, où il fallait accompagner le dauphin, enfin le rejoindre à Chinon. Et ensuite, il y avait toutes les opérations militaires jusqu'à la bataille de Castillon. Donc c'est une histoire qui va me suivre jusqu'à maintenant. Par la suite, en grandissant, je me suis mis à lire beaucoup d'ouvrages d'histoire, notamment avec des grands noms comme Philippe Fontamine, Georges Duby, ou encore Jacques Plougoff, pour ne citer qu'eux. Également des ouvrages en anglais pour avoir un autre point de vue. Eux, ils ont plutôt une histoire, ils sont plutôt orientés histoire militaire, contrairement à nous Français, qui sont un peu plus une histoire globale. Et depuis, cette passion ne m'a jamais quitté. Et un autre élément intéressant de mon parcours qui m'a beaucoup apporté, c'est que je suis un ancien pratiquant de Béour. Donc le Béour qui est un sport de combat médiéval. Donc j'ai combattu pendant quelques années auprès des Auvergnats. Donc je les salue s'ils nous regardent. Et expérience intéressante car j'ai pu vivre dans ma chair ce qu'étaient les combats à mon niveau. C'est un sport pour rappel, c'est un sport qui est assez physique, donc qui se joue en 5 contre 5 avec des équipes, et où le but c'est de mettre l'adversaire à terre. Alors pourquoi cette bataille de Castillon plutôt qu'une autre? Il y a énormément de batailles médiévales et ensuite après le Moyen-Âge, bien évidemment. Pourquoi celle-ci a retenu ton attention et pourquoi tu as voulu écrire sur celle-là particulièrement? Alors c'est une excellente question. La bataille de Castillon, donc pour rappel, c'est la dernière bataille de la guerre de 100 ans que les Français gagnent contre les Anglais. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'histoire militaire médiévale, c'est les victoires françaises, et non pas les défaites. Et c'est déjà la première chose qui m'a intéressé sur cette bataille de Castillon. La deuxième, c'est un petit peu la modernité de cette bataille. En effet, lors de cette bataille, l'artillerie est utilisée en masse. Donc c'est les premières armes à feu, les premiers canons, la première artillerie de campagne qui est utilisée contre de l'infanterie. Donc je la trouvais très intéressante. Et la deuxième chose, c'est que je souhaitais également un petit peu remettre à l'honneur l'armée française de cette époque, qui malheureusement n'est pas du tout mise en valeur actuellement au niveau des livres. Au niveau des livres, il y a beaucoup de livres sur des batailles, mais c'est que sur des défaites malheureusement, que ce soit Crécy ou Azincourt, où la chevalerie française s'est embrochée sur les pieux anglais, et s'est fait massacrer par les fameux longbows anglais, donc c'est les arcs longs. Donc vous trouverez énormément de livres sur ces deux batailles, en français et en anglais, mais quasiment rien du tout sur les batailles que les Français ont gagnées, malheureusement. Mais alors comment tu l'expliques ça? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, je pense que en France, l'histoire était beaucoup basée sur le roman national, notamment avec Jules Michelet. Et Jules Michelet décrit un peu la guerre de 100 ans, il met en avant les nobles, mais d'une mauvaise manière, des nobles qui combattent à Azincourt. C'est un peu cette chevalerie un peu folle qui fonce sur des lignes anglaises impénétrables. Donc il y a déjà cette première chose qui marque. Ensuite, si on revient un petit peu plus actuellement, on va dire dans le monde occidental, c'est plutôt la vision anglo-saxonne qui prime, avec notamment des films ou des livres. Récemment, il y a eu un film qui s'appelle Le Roi, avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson, de mémoire, qui est un film assez horrible, qui montre Henri V sous son meilleur jour,
comme un roi gentil, libéral, etc., un peu moderne, alors qu'en fait il était tout le contraire, c'était plutôt quelqu'un de brutal et implacable. Et d'un autre côté, on voit des Français un peu lâches, un peu veules, très provoquants, très arrogants, et qui à la fin perdent la bataille dans un cours. Et autre chose, au niveau du cinéma, je me rappelle également du film de Luc Besson, Jeanne d'Arc, un film que je trouve assez malsain, où Jeanne d'Arc passe vraiment pour une folle. Et pareil, les Français ne sont pas du tout mis en avant, et l'histoire est complètement biaisée. Donc il y a vraiment, culturellement, cette mauvaise image de la guerre de 100 ans qu'on nous ressort, que ce soit en film, avec ces deux exemples, ou en livre avec les défaites françaises. Alors on va rentrer dans le vif du sujet sur le contexte de cette bataille. Donc ça fait déjà des décennies que la France et l'Angleterre se livrent une guerre plus ou moins civile aussi également. Qu'est-ce qui a amené cette bataille et pourquoi on l'appelle la dernière bataille de la guerre de 100 ans? Alors pour les spectateurs, je vais pas faire l'historique de toute la guerre de 100 ans, sinon ça va durer un petit peu longtemps. Je vais partir de Jeanne d'Arc, ce sera plus simple je pense. Lorsque Jeanne d'Arc arrive, le royaume des France est déjà en piteux état. Donc Charles VII, qui est le dauphin, donc le prétendant légitime à la couronne de France, il ne gouverne que le sud de la France, en gros, et les Anglais, avec leurs alliés bourguignons, tout le reste. Et à partir de l'arrivée de Jeanne d'Arc, les Français vont commencer à gagner des batailles. Le siège d'Orléans va être levé. Il va y avoir une campagne de la Loire où il y aura plusieurs batailles que les Français vont bien évidemment gagner. Et ensuite, les victoires pour Charles VII vont s'enchaîner. Par exemple, en 1435, il y aura le traité d'Arras qui permet de sortir la Bourgogne de l'alliance anglo-bourguignonne. Donc ça lui enlève une sacrée épine du pied. Ensuite, on a l'argentier du roi, Jacques Coeur, qui arrive qui le conseille, qui remet à flot les finances royales. Ça lui permet notamment d'investir dans l'artillerie avec les frères Bureau, donc de moderniser son parc d'artillerie, et également de remettre en ordre son armée, notamment avec les compagnies d'ordonnance. Donc c'est à partir de cette époque qu'on a vraiment une armée moderne, au sens moderne du terme, donc une armée qui est soldée par l'État. C'est vraiment la naissance de l'armée française. Donc elle date de 1445, l'ordonnance de Loupy-le-Châtel. Et ensuite, en 1449, il y a l'Alliance bretonne, qui fait suite à une attaque d'un capitaine français sous la coupe anglaise, qui prend la ville de Fougères. Donc les Bretons sont ulcérés, et ils font alliance avec le roi de France. Donc de là débute la campagne de Normandie, donc de 1449 à 1450. Donc la Normandie est reconquise. Il y a la bataille de Formigny qui est importante, où les Français gagnent et battent à plat de couture les Anglais. Et ensuite, l'année suivante, il y a la première campagne de Guyenne. Donc la Guyenne, ça correspond à l'Aquitaine actuelle, où les Français reprennent une première fois Castillon, puis Bordeaux, et tout le territoire qui était sous domination anglaise. Malheureusement, la domination française va être de courte durée, car le roi de France souhaitait lever des troupes, et pour cela, il voulait lever un impôt. À l'époque, les impôts, c'était une chose assez difficile à mettre en place, donc la population s'est révoltée. Ils ont envoyé une délégation en Angleterre. Le roi d'Angleterre a répondu favorablement à la requête des Bordelais, et il a envoyé une escadre commandée par Lord Talbot, 69 ans, donc qui est un vieux chef anglais, qui a connu énormément de batailles, qui a combattu beaucoup les Français, qui est quelqu'un d'assez implacable, assez brutal, mais très compétent pour ce qui est des coups de main, mais pas pour les batailles rangées. Et du coup, les Anglais reprennent pied en Guyenne, donc en Aquitaine. Et après, tout est à refaire pour le roi de France, il doit reconquérir cette région-là. Donc voilà pour le contexte. Et par la suite, Charles VII compose une armée de 30 000 hommes, qu'il envoie pour reprendre la Guyenne. Donc il a 4 corps d'armée. Et il envoie un corps d'armée qui est dirigé par Jean de Bueil, donc qui est un militaire au palmarès assez impressionnant. C'est un ancien compagnon de Jeanne d'Arc. Il est très fort en bataille rangée. Il est également auteur d'un livre qui s'appelle le Jouvencel, où c'est un livre un petit peu pour initier les futurs chevaliers à l'art de la guerre, notamment à l'art de la guerre avec la lance, à cheval.
Et il sera quasiment de toutes les batailles, et c'est lui qui va mener le siège de Castillon avec l'aide des frères Bureau et leur artillerie. C'est très compliqué d'expliquer comment se déroule à proprement parler la bataille, parce que c'est très visuel, c'est compliqué de se projeter. Est-ce qu'on peut la synthétiser, la résumer? Est-ce que c'est une bataille éclair? Est-ce que c'est une bataille qui a duré longtemps? Est-ce que c'est une bataille sanglante? Est-ce que c'est... Voilà, en gros, comment on pourrait résumer simplement le combat? Alors, la première phase, donc Talbot, suite à... Enfin, il a décidé d'abord de tester un petit peu les forces en présence. Donc il voit que il y a 2 corps d'armée qui se dirigent vers Bordeaux, mais qui sont plutôt au sud. Donc il essaye un petit peu de les tester, mais ils sont beaucoup trop nombreux, donc il décide de partir. Et ensuite, il hésite un peu sur la conduite à tenir. Donc les Bordelais le pressent d'aller à Castillon, car la ville est assiégée par les troupes du roi de France. Et cette ville de Castillon, elle est importante car c'est un verrou sur la Dordogne. Donc si elle est prise, la route vers Bordeaux est ouverte, tout simplement. Donc Talbot va s'y rendre, il va prendre ses meilleurs cavaliers. À l'époque, les cavaliers, il y a aussi bien des hommes d'armes que des archers, qui se déplacent assez rapidement. Et il va laisser les troupes à pied et son artillerie derrière. Il va foncer à Castillon. Il va traverser 50 km en une journée. Et il va arriver à l'aube du 17 juillet, non loin de Castillon. Et il va surprendre un détachement français de francs archers, qu'il va réussir à déloger. Et pour fêter sa victoire, par la suite, il va boire un peu de vin. Et les Castillonnais vont avertir Talbot qu'il voit une sorte de nuage de fumée du côté du camp français. Et Talbot, on ne sait pas trop quelle mouche l'a piqué. Il va décider d'attaquer. Et la chose à savoir, c'est que le camp français était assez fortifié, notamment par des rondins de bois. Et ils avaient mis en batterie leur artillerie de campagne. L'artillerie de campagne qui permet de tirer à bout portant sur de l'infanterie. Donc Talbot va décider de charger le camp, et il va se prendre une salve de plombée, une salve d'obus d'époque, et un corps à corps va s'engager avec les Français qui va durer quelques heures. Et à un moment de la bataille, il y a un petit temps mort, chacun essaie de retrouver ses esprits. Et c'est à ce moment-là que les Français vont conquérir les Bretons, qui eux vont sortir du camp et charger les Anglais et les tailler en pièces. Et tuer Talbot. Talbot va se faire tuer d'un coup de coulevrine. Donc la coulevrine à l'époque, soit la coulevrine à main, c'est un espèce de fusil à main, ou la coulevrine qu'on peut poser, c'est un canon antipersonnel. Donc son cheval va se prendre un coup de coulevrine, il va tomber, il va se faire achever par des Français. Et donc par la suite, la moitié de l'armée anglaise va être décimée, et l'autre moitié va se réfugier à Castillon. Et par la suite, les Français vont prendre Castillon en 2-3 jours, quoi. Les conséquences politiques de cette bataille, donc tu l'as souligné, c'est donc la fin de la guerre de 100 ans, et j'imagine que reprendre un territoire comme celui-ci, qui est quand même assez conséquent, très puissant, très riche, ça a des conséquences pour le roi de France. Comment on peut le matérialiser, ces conséquences-là? Alors, concernant les conséquences politiques, alors, comme disait Clausewitz, la guerre c'est la continuité de la politique. Donc suite à la prise de Castillon, l'armée française va se rendre à Bordeaux, qu'elle va assiéger pendant de longs mois. Ensuite, un traité de capitulation va être négocié avec le capitaine anglais pour mettre en coupe réglée la Guyenne et Bordeaux. Et Charles VII ne va pas refaire la même erreur que lors de la première campagne de Guyenne. Donc il va installer des troupes un peu plus importantes, il va construire des forteresses tout autour de Bordeaux, et il va vraiment mettre sous son emprise la Guyenne. Il va également réinstaurer des taxes. et du coup, les Bordelais ne se révolteront plus, à l'exception d'un membre de la famille de Montferrand, de mémoire. Non, pardon, pas Montferrand, non, de l'Espard, pardon. Il y a le seigneur de l'Espard qui va tenter de reprendre son château. Il ne va pas y arriver. Et il va se faire attraper par les Français. Il va être jugé, condamné et écartelé. Donc la famille de l'Espard, c'était une famille assez importante en Aquitaine. Et elle a été de tous les combats contre les Français. Et donc suite à cela, Charles VII a pu éliminer cette famille qui était vraiment dangereuse et puissante à l'époque, aussi bien financièrement que militairement.
Donc ensuite, les conséquences sont que le royaume de France est quasiment retrouvé d'avant la guerre de 100 ans. Les Anglais ne disposent plus que d'un réduit à Calais. Et du côté anglais, c'est le début de la guerre des Deux Roses, de la guerre civile. Donc les Anglais sont out, comme on dit. Et par la suite, Charles VII puis Louis XI ont des visées plutôt sur l'ancien allié des Anglais, la Bourgogne. Il y a plusieurs choses sur les choses nouvelles sur la bataille. Alors en fait, la plupart des historiens se basent sur un historien qui date de la fin du XIXe siècle, qui s'appelle Léo Drouin, qui est également un historien autodidacte. Il est allé sur place, il a mené son enquête pour déterminer où se situait le camp français. Donc il a un peu discuté avec les locaux et des paysans lui ont montré des fossés. Et dans les sources médiévales, on parle beaucoup de fossé qui entourait le camp français. Et il s'est dit, c'est ce fossé-là. Donc le camp français se situe ici, donc c'est-à-dire à 1,5 km de Castillon. Et depuis, cette version n'a pas du tout été remise en cause. Il y a même des ajouts qui ont été faits, notamment dans les années 50, où un Anglais a affirmé que les Bretons descendaient de la colline d'Orable, qui est située au-dessus de la plaine de Caules, sans aucune source. Il y a également la position des archers de Joachim Rouault, des archers français, qui étaient fixés au prieuré Saint-Florent, alors qu'aucune source ne le mentionne. Donc moi, j'ai décidé de repartir de zéro, de repartir des sources médiévales, et également d'aller voir directement sur le terrain les locaux qui s'intéressaient à la bataille. Et j'ai notamment pu rencontrer quelqu'un qui s'intéressait à la bataille depuis très longtemps, et qui a pu exhumer des sources qui étaient assez importantes, qui remettent en cause la topographie que Léo Drouin avait estimée valable à l'époque pour la bataille de Castillon. Et c'est notamment grâce à ces sources que j'ai pu remettre à jour l'emplacement du camp français, qui pour moi est à portée de muraille. Et j'ai également pu remettre à jour les différentes interprétations qui étaient basées sur aucune source. Donc j'ai pu les enlever et redonner un récit, on va dire, cohérent à la bataille de Castillon. Donc ça, c'est une première, on va dire, nouveauté concernant la bataille de Castillon. Et ensuite, j'ai également voulu remettre à l'honneur les personnages militaires français qui ont gagné la guerre de 100 ans. Car dans l'image populaire, quand on parle de la guerre de 100 ans, on entend souvent Jeanne d'Arc, peut-être un peu du Guesclin aussi pour les Bretons, mais assez peu des autres militaires qui ont été artisans de la victoire, donc comme Jean de Bueil, Jacques de Chabannes, le maréchal de Loéac ou encore les frères Bureau. Donc j'ai voulu leur redonner leur place et les remettre à l'honneur. Et la dernière chose, j'ai également voulu aussi mettre en avant les Bretons. Les Bretons ont beaucoup apporté aux Français pendant la guerre de 100 ans. Ils ont donné 3 connétables, donc le premier du Guesclin, qui est très connu, qui a permis à Charles V de recouvrer quasiment l'entièreté de son royaume. Le deuxième, c'est Olivier de Clisson, connétable important, militaire très aguerri, donc qui a servi sous Charles V et au début de Charles VI. Et le dernier connétable, c'est le connétable de Richemont, donc personnage important, qui a participé notamment à la campagne de Normandie, si je ne m'abuse. Et il a également accompagné Jeanne d'Arc sur la fin. Et je pense que cette interpénétration entre les militaires français et les militaires anglais, les militaires français et les militaires bretons, ont permis à Charles VII de mettre en place ces fameuses compagnies d'ordonnance, qui étaient déjà, on va dire, en cours en Bretagne. Donc je pense qu'il s'en est inspiré. Est-ce qu'on peut dire que les archers français ont dominé les archers anglais et la cavalerie en règle générale? Alors, on va dire dans l'imagerie populaire, la chevalerie française s'est complètement fourvoyée durant la guerre de 100 ans, elle était complètement incompétente. Les Anglais étaient beaucoup plus aguerris, étaient beaucoup plus expérimentés. Ça, c'est l'image qui règne actuellement. Pour l'anecdote, il y a même un directeur de musée qui m'a retransmis cette image sur la guerre de 100 ans, alors que lui parlait de la bataille de Castillon. Donc voilà, il faut remettre les choses en place. En fait, évidemment, les Français ont perdu à la bataille de Crécy, lamentablement, en 1346.
Et ensuite, il y a eu la bataille de Poitiers. À la bataille de Poitiers, il y a un certain nombre de Français qui ont décidé de poser pied à terre, parce qu'ils savaient que les Anglais, avec leurs archers, massacraient leurs chevaux qui étaient assez peu protégés, pour le coup, qui permettaient de... Enfin, ils bloquaient du coup la charge de cavalerie. Ensuite, il y a Zincourt aussi, où une partie des hommes d'armes ont mis pied à terre. Et par la suite, comment dire, les Français se sont vraiment bien adaptés aux alentours des années 1430, au moment où Jeanne d'Arc arrive. On passe vraiment d'une chevalerie à la cavalerie, on va dire au sens moderne du terme, donc qui était plus, comment dire, plus spécialisée et vraiment faite pour le combat, pour détruire l'adversaire. Et il y a plusieurs choses qui vont faire que cette cavalerie va gagner la guerre de 100 ans. La première, c'est les armures. Donc les chevaux vont être armurés beaucoup mieux. Ils vont permettre les armures de chevaux vont être beaucoup plus efficaces contre les flèches anglaises. Les armures des cavaliers également. Et la tactique qui va être adoptée, c'est une tactique avec des petits groupes d'unités, donc environ une cinquantaine ou une centaine, d'hommes, on va dire, d'élite, rompus à l'art de la charge à la lance. Donc à l'époque, quand on charge à la lance, c'est avec une lance lourde. Une lance lourde qui fait un peu plus de 5 mètres de long. Et il faut un entraînement assez lourd pour pouvoir la manier, cette lance, ainsi que la charge. Donc quand on fait une charge à la lance lourde, tout le monde doit être coordonné. Donc il ne faut pas baisser sa lance trop tôt, sinon la lance elle termine dans le sol. Et de toute façon, elle est tellement lourde qu'on ne peut pas la relever. Donc il faut la lever au bon moment. Et ensuite, il faut charger à peu près 100 mètres des lignes d'ennemis. Mais avant de pouvoir charger, il faut vérifier le point faible du dispositif ennemi et non pas charger sur les pieux anglais. Il faut trouver la faille. Et il y a beaucoup de batailles qui se sont passées comme ça, qui ont été oubliées. Est-ce que depuis Castillon, la façon de faire la guerre a changé? On peut aller jusqu'à la Renaissance et bien plus tard. Est-ce qu'il y a un avant et un après Castillon d'un point de vue militaire? Alors je dirais pas qu'il y a un avant et un après, mais c'est une longue évolution. Après, c'est vrai que Castillon est assez marquant, notamment au niveau de l'utilisation de l'artillerie de campagne. Mais effectivement, la guerre à la fin du Moyen-Âge est en train de changer, notamment avec la cavalerie qui est réorganisée, qui est utilisée en plus petits groupes, utilisée pour disloquer les rangs ennemis. Et d'un autre côté, l'artillerie de campagne, qui est également utilisée pour disloquer les rangs ennemis quand de l'infanterie elle charge. Ensuite, à la Renaissance, la cavalerie et l'artillerie auront leur heure de gloire. Et par la suite, l'artillerie de campagne aura toujours son heure de gloire jusqu'aux batailles de Napoléon avec la cavalerie. Et on la retrouvera également jusqu'à l'aube de la guerre de 14. Donc je pense que c'est une révolution militaire qui est beaucoup plus importante que celle qu'on nous présente habituellement pour la guerre de 100 ans avec les archers anglais qui se mettent en position défensive avec leur haie de pieux, qui est finalement assez... qui était innovante effectivement au début et au milieu de la guerre de 100 ans, mais qui n'aura pas du tout perduré assez longtemps, contrairement à l'utilisation de l'artillerie de campagne et de la cavalerie comme l'a fait l'armée française à la fin de la guerre de 100 ans. Est-ce qu'il y a un ouvrage en perspective, maintenant que celui-ci ne t'appartient plus, il appartient au public? Alors oui, bien entendu, j'ai plusieurs idées. Et comme tu t'en douteras, ce sera encore une victoire française. Voilà, j'ai décidé d'en faire une quête personnelle. Je vais remettre au goût du jour et en avant les victoires françaises de la guerre de 100 ans, mais pas que. Je vais me concentrer sur le Moyen-Âge. Et je vais également remettre en avant des grands personnages de notre histoire, des personnages militaires, pour faire un petit peu contrepoids à toute la culture anglo-saxonne dont on est abreuvé matin, midi et soir.